je voulais faire un tout petit topo sur l'évaluation parce que les choses ont changé un petit peu. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas alors qu'on devrait le savoir. Le problème, c'est qu'avec l'affaire Fillon, on a jugé le passé avec des yeux du présent. La question, c'est comment va-t-on nous juger dans le futur avec ce qu'on fait aujourd'hui? C'est-à-dire avec zéro évaluation. C'est un problème. Donc je voulais finir sur une note optimiste. Sur l'évaluation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des internes ou quand il n'y a pas d'internes? Qu'est-ce qu'on fait? Que nous dit la loi? Vous le savez, cette prothèse a un barycentre dans un endroit qu'on ne connaît pas bien, qui s'appelle Bourg-en-Bresse, qui est surtout connu pour ses élevages de volailles, mais qui est aussi connu pour une énergie étonnante, avec des gens assez étonnants. Je ne peux pas oublier Jean-Jacques Martin, qui nous a quittés cette année, qui a insufflé cette énergie à tous les humains qui travaillaient autour, à côté, au-dessus, dessous. Et surtout, vous tous et toutes qui êtes là et qui vous intéressez à ce type d'implant. Vous l'avez vu, et vous le savez, quand on est chirurgien, on est assez content de soi. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression quand même qu'on a une certaine dominance, qu'on maîtrise les événements. C'est parfois un peu encombrant, mais on a l'impression quand même qu'on rend service grâce à ce que l'on a fait. Que l'on ait 2 chromosomes X ou qu'on ait un chromosome X ou Y, il y a cette sensation de puissance qui se dégage de nos actes. Je crois en fait que quand on se rapproche de l'effet qu'on doit produire, quand on se rapproche de nos patients, ce n'est pas toujours le cas et l'image est peut-être un peu plus réaliste, c'est-à-dire qu'avec notre patient, on se sent fort, oui, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. La vraie question, c'est comment on évalue nos patients et comment, on en parlait, on tolère ou on se satisfait de tel ou tel résultat que l'on va trouver bon ou pas. Je suis sûr que mon père est ravi d'être entouré de ces deux diapositives. Moi, je parle pour lui, je connais ça. Vous le savez, l'histoire de FX a commencé par la traumatologie et c'est vrai qu'on s'est beaucoup investi là-dedans, mais c'est un cas de Antoine Adam. Elle est tendue là, hein. Elle est très tendue. Hein. C'est une prothèse fracture. C'est une prothèse fracture, c'est un cas réel. Hein. Mais si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a eu une courbe d'apprentissage. On a tous appris à opérer avec d'autres prothèses, avec d'autres maîtres, et on arrive à redonner quelque chose à nos patients. Là, c'est un aboutissement. On a quelque chose qui est mis probablement à pas trop mauvaise hauteur avec une ostéosuture des tubérosités. Et puis la patiente n'a pas de catastrophisme douloureux, elle n'est pas déprimée, elle n'a pas de facteur de risque d'algodystrophie. On est dans une bonne conjonction d'astres. Et puis le chirurgien est un excellent chirurgien, c'est un gars très adroit, c'est un PH de l'équipe qui avait fait sa thèse sur les prothèses, il avait eu l'occasion de lire et puis d'appliquer. On a eu des notchings dans les prothèses fractures, parce qu'on les tendait. Et je crois que le notching, c'est d'abord une histoire de tension. Et quand on a commencé à mettre cette prothèse dans de la chirurgie réglée, on était assez contents. Mais effectivement, le court terme, c'est une chose. Le juge de paix, c'est le recul. On commence à avoir des grands reculs sur ces prothèses qui ont verticalisé un petit peu les implants. Et puis, on s'est mis à essayer de les mettre basses parce que la métaglaine était petite. Et effectivement, avec des grands reculs sur la tige, on a des résultats intéressants. Celle qui marche, c'est celle qui est prothésée. Elle vient pour l'autre côté maintenant. Hein. Vous ne me croirez pas, mais c'est la vérité. Hein, c'est la vérité, bien sûr. La problématique de la sans-tige, c'est un peu comme quand on boit un liquide qu'on aime. Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y ait une tige ou ce qu'il y a dedans, autour, le plus important finalement? Quand on a eu le PE asymétrique, on avait ces problèmes qu'on a discutés. C'était cette hyperpression à la réduction. C'est un patient qui a 2 ans maintenant, qui est stable, qui ne bouge pas. Il y a d'autres implants sur le marché qui proposent des implants asymétriques. Je crois qu'on prend un risque, et on a eu des réunions avec Gilles et avec d'autres sur les implants asymétriques. Je crois qu'on prend un risque avec un implant asymétrique.
Et effectivement, le sans-tige, vous l'avez vu, ça fonctionne. On avait, en mars 2017, 176 prothèses inversées sans-tige posées. Maintenant, il y en a encore plus. Ce qu'on a appris, c'est de ne pas couper trop. Parce que si on coupe trop, on raccourcit, le plot peut dépasser, on va probablement avoir à tendre avec du PE ou une plus grosse glénosphère. Donc, on a appris effectivement ça, à ne pas trop couper, et tout est affaire effectivement de finesse. Quand on a une tige, on peut renfoncer, et là, on ne peut plus. Donc, effectivement, on change un peu certains détails. Et puis, effectivement, quand l'aide casse la gouttière parce qu'il n'a pas été bien surveillé, que le Homan écrase tout, bon, il faut passer à une tige. Mais effectivement, je pense qu'on a à apprendre et à se faire son expérience. J'avais l'impression que les patients allaient plus vite, je n'ai pas pu le prouver, et Dieu sait si je suis obsédé par des scores d'évaluation, mais comme ça, elle ne marchera pas. Hein. Oui, quand vous ne voulez pas montrer un résultat, vous faites croire que le film ne marche pas. Alors là, hein, celle-là ne marche pas. Enfin, on a appris effectivement à poser ces implants, et effectivement, les résultats sont à la hauteur, mais si j'arrive à le faire, vous savez que bien des gens le reproduisent. Et effectivement, en fait, elle venait pour un canal carpien, oui, c'est ça. La question, c'est pourquoi évaluer les patients? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Est-ce que les variables lourdes ne sont pas ailleurs? Est-ce que c'est si important d'évaluer les patients? Quand on les évalue de façon prospective et régulière, on apprend beaucoup de choses. Ça, c'était une courbe sur la douleur. On peut promettre à un patient qui va aller bien longtemps. Et puis, on peut évaluer, si on le fait régulièrement, des courbes de récupération et des profils de récupération. C'est-à-dire qu'on peut prédire au patient ce qui va lui arriver. Et finalement, le patient déteste une chose, c'est découvrir seul ce que vous savez. Alors si vous pouvez lui dire ce que vous savez avant que ça n'arrive, c'est toujours plus sympa. Et surtout quand la nouvelle est bonne, c'est-à-dire je sais que vous allez pouvoir récupérer. Et ça, c'est quelque chose qui relève d'un effort et d'une hygiène de vie, d'évaluer régulièrement, mais c'est possible. C'est possible de savoir que le QI-DASH va se retrouver en dessous de 20 assez rapidement avec une inversée. L'OMS a donné des règles. Il faut un score pour évaluer objectif, c'est-à-dire est-ce que ça bouge, est-ce que le chirurgien est content? C'était le seul score qui comptait à un moment. C'était des scores dits objectifs qui ne le sont pas, puisque vous savez qu'avec le constant, si vous dites qu'elle a 91 degrés, elle prend 3 points. Si vous dites qu'elle a 89 degrés, elle prend 2 points. Donc c'est assez facile d'augmenter la charge avec des scores dits objectifs. Il faut rajouter un score subjectif. Bien d'entre nous n'ont pas aimé tellement ces scores puisque c'était le patient qui les remplissait. Et on se disait le patient va tricher. Mais le patient ne triche pas. Il remplissait un score dit d'activité. Le QI-DASH, c'est facile à remplir. Et pour la première fois, on avait le patient qui faisait lui-même son travail. Comme quand vous allez chez Sephora, où on vous donne une feuille à remplir, vous mettez votre mail, c'est vous qui remplacez votre taille, votre poids, ce que vous préférez, le musqué, le poivré. Et il n'y a plus rien à faire pour les gens de chez Sephora. Avec le QI-DASH, c'est le patient qui remplit ses scores. L'OMS recommande un 3e score qu'on ne fait pas. C'est au fait comment ça va. Parce que vous savez que quand ça ne va pas bien du tout dans votre vie, quand votre gamin se drogue, quand votre compagnon, votre compagne vous quitte, vous avez perdu votre boulot et que vous êtes accro à une drogue dure, la douleur n'est pas la même. Et ces scores, SF36, SF32, sont très importants pour moduler le résultat. Plus vous avez un patient gai qui a mal, plus il sera gai et il aura plus mal. Plus vous avez un patient triste, déprimé, terriblement malheureux dans sa vie, même s'il a plus mal, il aura encore mal. Donc, choisir ces patients, ça a une valeur dans des travaux d'évaluation. Aujourd'hui, on n'arrive pas. Mais la question, c'est comment le patient pourrait remplir lui-même tous ses scores? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, ça, le patient peut le faire. Quand j'étais allé en Afrique du Sud, j'avais vu un chirurgien anglais, Wallace, qui avait fait une communication stupéfiante. Un de ses bras droits avait fait un algorithme, puisque tout est à peu près corrélé, puisqu'on demande toujours l'abduction, l'élévation. Donc, un de ses sbires avait fabriqué un algorithme pour, à partir d'un score, obtenir tous les autres. J'étais sorti en pleurant du sang.
je savais maintenant qu'on pouvait évaluer et publier et voir si ça marchait. Donc, j'ai repris tous les scores de Constant, tous les scores de Quick Dash, tous les scores de toutes nos études d'épaule qu'on avait faites depuis 10 ans. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne marche pas du tout. Donc je suis allé voir M. Wallace lors d'un congrès en Angleterre. Je lui ai dit, excusez-moi M. Wallace, mais je voulais vous remercier d'avoir fait un très joli travail. Alors il m'a écouté. Je lui ai dit, mais j'ai un problème. Ça ne marche pas du tout. Enfin, avec nos scores de Quick Dash et de Constant. Il m'a dit, oui, mais non, mais je vais vous expliquer, j'ai pas tout fini. On n'a pas fini. Pour le moment, on ne peut pas en parler, ça ne marche pas encore. Mais bon, alors bon. J'ai rêvé que ça puisse marcher. Il suffisait de faire un seul score pour connaître les autres. Non, ça ne marche pas encore. C'est une chance, puisque vous savez que les statisticiens ont des programmes de variables manquantes. Quand vous prenez la température 20 fois, mais qu'il manque 2 prises de température, vous pouvez les imaginer. Ben alors, on n'a qu'à toutes les imaginer, si c'est ça. Bon, c'est pas ça la vraie vie, finalement. C'est ce que le patient nous donne. La loi a changé. Tous les industriels vont devoir fournir des datas. Sinon, ils n'auront plus le marquage CE. Et donc, ils ne pourront plus nous proposer des prothèses. Donc l'industriel va devoir se rapprocher des chirurgiens pour avoir certaines datas en prospectif. C'est le travail de l'industriel. Mais finalement, tout dépend de l'opérateur. Alors vous allez vous dire, ben, 2 fois plus cher, ça sera 2 fois mieux rempli. Malheureusement, notre cerveau de chirurgien n'est pas sensible à la monnaie quand il faut remplir un tableur à la fin de la consultation. Vous le savez bien. Alors, à Besançon, on a mis en place quelque chose de très simple. Quand le patient arrive en salle d'attente, il travaille. Même s'il a un double foyer, même s'il bave, il faut qu'il travaille. Il écrit, il coche, mais il travaille. Donc, le Quick Dash, il le remplit. Et on a des scores pour la main, le poignet, le coude, l'épaule. La secrétaire doit donner le petit. Alors le patient arrive des fois en disant « j'ai pas fini ». Ben vous finirez. « Mais j'ai pas tout compris ». Eh bien je vais vous expliquer. Parce que sans ces scores, on n'aura rien. Et vous savez que toutes les thèses qu'on a faites et qu'on sortait des dossiers, on voyait « va bien ». Et il fallait qu'on fasse une thèse avec ça. Bon, il faut plus que ça continue. Donc l'idée c'est que le patient remplisse des scores, ce qu'ils peuvent, et il peut beaucoup. Il n'y a pas que le Quick Dash que le patient peut remplir, vous allez voir. Et puis surtout, le chirurgien, s'il a un truc à faire, c'est à parler avec cet humain autour de la prothèse. Sinon, il aura un procès, le chirurgien, s'il parle peu. Les patients qui passent moins de 10 minutes avec leurs patients qui sont péremptoires, un peu rugueux, bougons, impolis, ont plus de 3 procès par an. Ceux qui passent plus de 10 minutes, qui sont souriants, accueillants, qui passent du temps, qui rigolent, qui expliquent, ont moins de 2 procès par an. Donc, c'est sûr qu'il faut parler au machin qu'il y a autour de la prothèse. Ça évite les ennuis. Mais surtout, si on veut évaluer, simplement, il suffit de filmer notre patient. Si vous filmez votre patient, on va pouvoir mesurer plein de choses. Donc, si on fait qu'un truc, c'est on donne des scores et on filme notre patient. Alors, il faut qu'il signe. Un truc, d'accord, ok. Mais si on fait ça, on va pouvoir évaluer nos patients. Cette année à la Sofcote, l'équipe de Pascal Boileau a montré qu'on pouvait faire remplir le score de Constant aux patients. Lévy l'a fait il y a de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un score de Constant, où il a mis des photos et le patient il dit « Ah, là c'est moi ». Alors on va dire « Mais non, mais le patient est trop con, enfin ». Non, les chirurgiens sont trop cons. Le patient peut nous rattraper, voire nous dépasser. Donc le patient peut cocher des cases. Ce travail est validé. C'est-à-dire que Lévy a comparé des scores auto-remplis et des scores mesurés par le chirurgien. Donc le patient peut remplir ça. Il a un score de Constant, c'est rempli. Alors il faut faire d'autres scores peut-être, la CES pour parler aux Américains, mais on a le Constant que le patient peut remplir. Mais donnons un score de Constant à remplir au patient. Le Quick Dash, c'est facile. Qu'est-ce que le chirurgien a à faire? C'est à corréler les 11 réponses et de trouver le chiffre. J'ai demandé aux CJO qui ont fait sur leur application un calcul automatique du Quick Dash, qu'on n'ait pas à attraper une méningite à calculer. Bon, ils vont le faire. Alors, le vidéoprojecteur est de haut niveau, et vous voyez ce tableur Excel rempli. Bref, il faut arriver à faire un assemblage de données minimal pour qu'on ait suffisamment de renseignements pour pouvoir publier,
comme on ne voit pas le titre des travaux, c'est grâce à des acharnés et à des dingos qu'on a pu avoir des données et publier des travaux pour avancer, parce que sans ces évaluations, pas tant les publications, mais ces évaluations de patients, c'est-à-dire des résultats, c'est-à-dire ce dont on parle là, ben on ne peut pas avancer. Donc effectivement, le gold standard d'une publication, c'est il faut 30 cas et 2 ans minimum. Si on n'a pas ça, ce n'est pas la peine d'essayer de le publier. Aujourd'hui, dans les tiges inversées, verrouillables, réglées, alors que je ne sais pas combien on a d'implants posés dans le monde. Cette année, on doit faire 6 000 ou même pas multiplié par 5. Bon, mais ça tombe bien, j'en ai 59 d'évalués. 5 ans, mais on doit en faire plus. Bon, mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle. J'ai 59 implants évalués à plus de 2 ans de recul. Les résultats sont assez bons, on gagne 60 points de constant. Je ne désespère pas de rattraper les 5000 et quelques. Donc on est un peu en retard, mais ça devrait marcher. C'est pour ça que les outils dont on va nous parler maintenant avant d'aller manger à 2 h du matin doivent pouvoir nous aider à évaluer nos patients. L'idée n'était pas de faire du mal aux mouches en plein vol. Et évaluer n'est pas faire du mal aux mouches en plein vol. C'est effectivement savoir si je peux extrapoler à mes patients ce que j'ai fait au bloc opératoire, et on discute de ce que l'on fait. Est-ce que le patient le sent? Je ne crois pas qu'on ait réinventé la roue. On a juste bien travaillé, bien lu, et puis les gens le savent. Vous posez les implants, les patients voient comment ils vont. Surtout, on a bien regardé dans le rétroviseur, à ne pas faire de grosses bêtises et à essayer de ce qu'on avait appris et de l'améliorer un peu. L'histoire de la coupe est un élément caricatural de ce qu'on a appris. On se met à couper plus. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager, comme on l'a fait, un petit peu stage de guitare sèche autogéré, camp de gitans. Mais enfin, on partage et il n'y a pas de vrai ou de faux. Je vous remercie.